Le livre de Mille d'or et d'esclaves, les sociétés sahéliennes précoloniales, parle justement du problème des sociétés précoloniales, c'est-à-dire antérieures à l'arrivée de la colonisation française. Tout d'abord, que veut dire Sahel? C'est un point de géographie qui est important. Le terme Sahel, chez les auteurs arabes, signifie la frontière, la bordure, et désigne en fait la bordure sud du Sahara. Le terme a pris par la suite une connotation plutôt biogéographique avec une zone climatique entre, disons, 100-250 mm de pluie annuelle au nord et 400-500 au sud. Par la suite, on a étendu ça de façon un peu approximative. Ça correspond en fait à une bande géographique qui va de Dakar à la vallée du Nil et qui couvre donc une très large zone horizontale. Le livre touche essentiellement la partie plutôt occidentale, c'est-à-dire la région de l'Afrique de l'Ouest et notamment le Mali où nous avons travaillé. Bien, la seconde question à laquelle on peut se confronter est celle de savoir depuis quand on connaît des informations sur les sociétés de cette région. Dans la région du Mali, on a découvert des vestiges archéologiques qui remontent à 150 000 ans. Il est évident qu'on n'a pas d'informations concernant ces périodes très anciennes, concernant le type de société. On commence à avoir des informations lors des premiers siècles de notre ère avec les historiens arabes, mais c'est pratiquement seulement à partir du XIIIe siècle où on peut confronter à la fois les données de l'ethnologie et les données des sources historiques pour avoir une idée précise de ces sociétés. Bien, la troisième question à laquelle on peut se confronter est la question justement de la nature de ces sociétés. Nous sommes ici dans des cultures qui pratiquent essentiellement l'agriculture à la houe, du mil essentiellement, mais qui collaborent également avec des sociétés de pasteurs. Sur le plan social, nous avons affaire à ce qu'on appelle des sociétés lignagères, c'est-à-dire des groupes humains qui se réfèrent à un ancêtre commun, des groupes de descendance, et ces groupes sont relativement égalitaires. Les grandes familles, comme on les appelle, sont dirigées par des patriarches qui sont à la fois maîtres des greniers des femmes et des savoirs, c'est-à-dire qu'ils gèrent les récoltes, ils gèrent les mariages au sein des familles et ils sont dépositaires de connaissances animistes, souvent très ésotériques. Par la suite, alors, nous avons un changement radical et nous voyons apparaître des sociétés despotiques fortement hiérarchisées et qui sont en relation avec le développement du commerce des esclaves et le commerce de l'or. Et il faut comprendre pourquoi il y a ces changements qui sont en rapport avec des sociétés qui deviennent des sociétés guerrières, essentiellement. Et à ce moment-là, nous avons la possibilité de passer des données de l'ethnologie concernant des sociétés patriarcales aux données historiques et politiques proprement dit, où on voit apparaître trois types de pouvoirs. Les pouvoirs des commerçants, avec le trafic de l'or et des esclaves, le pouvoir guerrier, avec les razzias pour se procurer des esclaves, et le pouvoir islamique qui va prendre de plus en plus d'importance sur les croyances animistes.